D'autres se sont ajoutés autour de la table. Georges Leroux, vous étiez là, mais je vous avais même pas salué. Vous étiez bien, bien sage. Bonjour, Georges. J'écoutais. Ben oui, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM. On va se parler aujourd'hui de populisme. Vous avez lu pour nous « Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace » de Yann Werner Müller. Est-ce que c'est un phénomène récent, le populisme? Quand même pas, Georges. Trouvez-vous que c'est actuel? C'est d'actualité, en tout cas. Ouais, dangereusement d'actualité. Ouais, moi, quand j'ai commencé à faire le portrait des situations politiques qui, aujourd'hui, peuvent être qualifiées de populistes, j'étais effaré. Du nombre qu'il y avait. Erdogan, la Turquie, Viktor Orban, la Hongrie, tous les populismes latino-américains. Bon, on va finir par Trump. C'est ça que j'allais dire. Vous êtes même pas rendu à Trump. Oui, c'est ça. Alors, non, c'est sûr, c'est ancien, mais c'est immense. C'est vraiment énorme. On a lu en on dit qu'il est le nouvel ennemi de la démocratie, le populisme qui gagne maintenant l'Europe comme l'Amérique, avec un engouement certain pour les partis qui disent représenter le vrai peuple. Mais qu'est-ce que le populisme? Est-il à gauche, à droite? Georges Leroux, professeur émérite au département de philosophie de l'UQAM, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez lu pour nous « Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace » de Yann Werner Müller. Alors, qui est-il, Yann Werner Müller? Je pense que c'est un théoricien de la politique. C'est philosophique, oui, mais il y a beaucoup de faits. C'est-à-dire qu'il y a une recherche empirique importante. C'est un théoricien allemand et il est peu traduit. Son ouvrage sur la démocratie est traduit aussi. Mais il a une œuvre très abondante. On a cette drôle d'impression, Georges, que depuis un certain temps, c'est une tendance lourde, ça s'accélère, le populisme gagne de plus en plus de terrain. C'est une fausse impression? Non, je pense que c'est... Disons que la menace se réalise pas toujours comme on l'appréhende. Par exemple, en Amérique latine, il y a des pays qui sont vraiment enfoncés dans un populisme qui les détruit, le Venezuela par exemple, donc l'héritage de Chavez. Mais il y en a d'autres au contraire où un certain populisme a réussi à réamorcer l'ascension sociale. Il y a des pays aussi où le populisme, je parle de la France, le Front National, est en train de s'installer politiquement et donc il y a peut-être des effets du populisme qui vont devoir être corrigés, en tout cas au moins minimisés, si la légitimité du parti doit s'imposer. Donc c'est variable selon les contextes. Mais le fait massif, c'est que le phénomène est absolument en croissance un peu partout. Et bon, moi je me suis beaucoup intéressé à la Hongrie parce que c'est un phénomène spectaculaire que la remise en cause de l'héritage de l'indépendance de l'ancienne constellation soviétique et de voir la Hongrie utiliser sous la plume et la direction de Viktor Orban un discours profondément populiste qui fait appel aux valeurs les plus conservatrices finalement de l'identité, le christianisme, etc. Tout ça peut inquiéter. Alors donc la question est là, mais la question qui vient tout de suite après, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que Müller le définit? Comment caractériser ça? Alors d'abord, laissons de côté, on va faire ça vite, avec lui, le livre est très abondant sur le sujet, les pistes qui sont pas porteuses. C'est-à-dire par exemple, dire que le populisme, c'est une politique qui est fondée sur une émotion purement pathologique, c'est-à-dire c'est un charisme en fin de compte. Oui, il y a du charisme dans tous les populismes, mais il y en a aussi dans tous les partis. Donc c'est pas un critère qui est suffisant. La rhétorique, la démagogie, etc. C'est important pour la diffusion du populisme, oui, mais c'est pas nécessairement l'essentiel. Est-ce qu'un critère social fait mieux le travail? Par exemple, définir le populisme comme la défense des oubliés contre la tyrannie des élites. Ça, c'est le populisme qu'on entend beaucoup dans le discours de Trump. Oui. Alors, bon, les gens, les pauvres ouvriers du Michigan qui ont vu leur usine disparaître, alors que à Washington, tout ce qu'on sait faire, c'est servir les intérêts de Wall Street. Alors, ça, c'est un aspect qui est plus important. Est-ce que ce serait une posture? Par exemple, on dirait, est populiste tout mouvement qui se pose comme en contact direct avec la démocratie grecque originelle. Autrement, la démocratie directe. Pas d'intermédiaire, pas de parti, pas de société civile constituée encore intermédiaire, et ainsi de suite. Oui, les théoriciens disent le populisme souvent est un bon correctif contre les excès formels de la politique partisane, mais ça définit pas suffisant. Bon, écoutez, on en aurait comme ça un bout de temps. Il faut arriver à dire un peu mieux les choses. Alors, c'est là que le livre, je dirais, prend son envol.
C'est parce que c'est un livre qui est remarquablement structuré. Moi, j'aime beaucoup ce type de livre, c'est-à-dire court, clair, puis fondé sur une recherche impeccable. Alors, c'est ça qu'on a. Alors, il y a deux critères importants d'après Monsieur Muller. Il y a d'une part l'appropriation de la volonté populaire au nom de la critique des élites. Ça, c'est absolument fondamental. Et l'autre, c'est ce qu'il appelle l'antipluralisme. J'aimerais arriver à dire exactement ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire le fait que la division sociale, le conflit, la délibération difficile, l'hostilité, toutes ces choses-là, sont par essence, aux yeux des populistes, sont par essence donc des phénomènes à éradiquer. D'où la tendance à contrôler les médias et, bien sûr, supplanter S'adresser directement au peuple. S'adresser directement au peuple. Alors là, il y a beaucoup de cas, on les connaît tous. Bon, Chavez, c'est spectaculaire. Il avait une émission directe de télé tous les dimanches entre 10h et midi et il court-circuitait son parlement directement. Mais là, on a le tweet trumpiste qui fait office de ce contact direct. Les gens qui me suivent, en d'autres mots, sur Twitter, savent ce que je pense. Ils savent que je sais ce qu'ils veulent. Et donc, je vais le leur donner. Et en plus, il est relayé par les médias traditionnels, Absolument. donc doublement entendu. Alors, c'est-à-dire, disons, ça, c'est une grosse question pour les théoriciens des médias. C'est-à-dire que, comment se fait-il? Mais oui, on peut l'expliquer, mais il reste que les médias relaient, comme vous le dites si bien, le tweet quotidien de Donald Trump. Vous êtes le tweet ou les tweets quotidiens. Mais hier soir, je regardais CNN avec la démission du général Flynn. C'est comme spectaculaire. C'est la politique en temps à la seconde. Le commentateur dit ça fait exactement 18 minutes que la nouvelle est tombée. On avait déjà le tweet, on avait déjà... Bon, c'est un peu ça. Alors, ces deux critères-là donc sont assez importants. Il faut essayer de les détailler. Le premier, la critique des élites et l'appropriation de la volonté populaire, toutes les analyses montrent qu'une approche qui serait purement psychothérapeutique de la politique est pas la bonne. C'est-à-dire que le populisme ne tire pas son succès du fait qu'il se propose comme quelqu'un qui va soigner ou consoler le peuple oublié. Il faut au contraire qu'il lui donne quelque chose qui représente vraiment sa volonté. Et pour ça, il va faire la proposition de recettes faciles. Il va donner des solutions simples pour tout, comme par exemple mettre un mur entre le Mexique pour... Réouvrir toutes les usines fermées ou les mines de charbon. Etc. Ouais. Alors, donc, là, cet aspect de critique des élites vient de pair, c'est son corollaire, avec une politique recette qui est évidemment d'une simplicité absolument illusoire. Bon, maintenant... sur le plan de l'exercice du monopole, la critique des médias et l'antipluralisme, personnellement, c'est l'aspect du livre qui m'a le plus intéressé. Parce que nous vivons dans une ère, qu'on le veuille ou non, tout à fait extraordinaire et personnellement, je ne comprends plus. Alors, je m'explique. On a la politique spectacle. C'est-à-dire, on peut être scotché sur CNN constamment, et les intellectuels qui sont là, c'est des généraux, c'est des fonctionnaires, c'est des anciens ambassadeurs. On peut pas critiquer leur légitimité. Il y a plus d'intellectuels vivants aujourd'hui, en février 2017, qu'il n'y en a jamais eu ensemble dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, alors ça veut dire qu'il y a un potentiel critique et donc un potentiel pluraliste qui est très, très, très considérable. On s'entend. Or, comment se fait-il, précisément, que malgré ça, cette spectacularisation de la politique prenne le dessus sur tout le reste? Il n'y a pas d'hégémonie dans le débat collectif, dans la délibération collective. Eh bien, aux yeux de ce théoricien, je rappelle son nom, Jan Werner Müller, la réponse est assez simple. C'est que ce qui fait que le discours populiste va accaparer la scène et va réussir donc dans plusieurs sociétés, il réussit très bien en France dans le moment, c'est tout à fait extraordinaire, et même en Allemagne avec des mouvements d'extrême droite qui sont menés par des populistes, en Autriche et ainsi de suite, c'est que la critique des élites est pas seulement une critique politique, c'est-à-dire que
ça ne consiste pas à dire, vous savez, ce qu'on vous a dit qui marchait ne marche pas. C'est qu'on dit en plus que les élites sont corrompues. Alors, il y a une dimension morale qui est cruciale ici. Le peuple a raison, le peuple est pur et l'élite est corrompue. Il ne faut pas la croire. Exactement. Il faut la déstabiliser. Il faut tout simplement ne plus avoir recours à ces élites parce que, comme vous le dites si bien, c'est vraiment la question de la morale. Les élites sont, j'aime beaucoup le mot, parasiteurs. Elles vivent de notre travail. Nous, les populistes, on va vous le dire, ces gens-là travaillent pas. Vous, on sait que vous travaillez. Et l'Italie, de ce point de vue-là, en a fait son thème dominant, hein, ce qu'ils appellent les grillini, Beppo Grilli, qui sont entrés au Parlement. Il faut quand même pas l'oublier. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, à Rome, le gouvernement, un gouvernement de gens lâches qui font rien, alors qu'on sait que le peuple italien est travailleur. C'est la même chose pour la Hongrie. Dans le cas de la Hongrie, la critique populiste de la diversité atteint des sommets. Alors, je dois vous prévenir, quand vous lirez ces pages-là, elles sont tragiques compte tenu du rebond, appelons ça comme ça, de la situation hongroise sur la situation américaine. Quand qu'on voyait plutôt Viktor Orban développer sa politique anti-Rome, anti-immigration, etc., et vouloir réserver l'identité hongroise à sa population chrétienne blanche, et que tout ça a l'air de parfaitement marcher, comme en Autriche, avec Jorge Haider et tous les autres, on se dit, mais comment ça peut marcher, ça? Et on répond tout le temps, mais ça, c'est parce qu'ils ont un lourd héritage communiste, il faut qu'ils sortent de ça et tout. Mais la vérité, c'est que ce modèle-là, donc anti-pluralité, anti-diversité, est partout dans le moment. Même en Angleterre, où pourtant, s'il y a un pays où la diversité a droitisté, avec le Brexit, on voit réapparaître ce thème anti-immigrant, ce thème anti-pakistanais, anti-indien, et ainsi de suite. Et l'histoire nous a appris que c'est une pente dangereuse sur laquelle s'aventurer. Aurélie, vous aviez... Oui, j'ai une question, en fait, parce qu'on a un peu l'impression aussi que la montée de ce populisme-là déjoue l'axe gauche-droite, parce que oui, on a des Viktor Orban, on a des Donald Trump, mais on a aussi des Bernie Sanders, des Podemos, à la limite des Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce qu'on explique le fait que ça vient brouiller les cartes à ce point-là? Oui, ça, c'est une très bonne question parce que, les théoriciens sont très friands de la distinction entre un populisme de droite et un populisme de gauche. Et effectivement, Mélenchon, par exemple, c'est une personnalité extraordinairement charismatique, mais moi, personnellement, je ne serais pas de ceux qui diraient que chez les populistes de gauche, c'est-à-dire ceux qui s'adressent directement au peuple avec le même argument que les populistes de droite, il y a un refus du pluralisme. Il viendrait à l'esprit de personne de penser que Mélenchon voudrait contrôler les médias ou transgresser la distinction entre le judiciaire et l'exécutif. Et j'ai même envie d'ajouter une autre distinction. Je ne sais pas si elle est dans le livre, mais si on compare, par exemple, la méthode Trump et la méthode Sanders, une des différences, c'est que Trump dit « Faites-moi confiance à moi, je vais régler les problèmes », alors que toute la mobilisation Sanders était fondée sur l'argument inverse. C'est l'argument ensemble, si on investit les institutions, on peut changer la société américaine. Donc déjà là, le rapport à l'action politique est pas le même. Oui, c'est le cas de Podemos aussi. Oui, voilà, exactement. Alors, oui, ça c'est vrai. Et cette dimension collective, quasi communautaire, fait confiance aux forces de résistance qui se développent dans la société civile. Il faut s'arrêter là, j'ai compris. Oui, il faut s'arrêter là. Mais c'est fascinant. Oui, c'est fascinant. Ça s'appelle « Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace, ne serait-ce que pour mieux la cerner et la freiner » de Yann Werner-Müller. Merci beaucoup, Georges Leroux. Oui, passion garantie. Oui, parfait. Merci beaucoup, Véronique Côté, Aurélie Lanctot, Gabriel Nadeau-Dubois. Ne renonçons à rien, c'est publié chez Luxe, disponible à compter de jeudi. Un grand merci à cette équipe et moi, je vous revois demain. Passez une belle fin de journée à notre antenne.